le mec, il m'emmène dans un hôtel, un bel hôtel, mais où il y a 1500 personnes. Ok. Lui, il est en bob, en maillot de bain, Ouais. au milieu de tous ces gens. Voilà ce qu'est Riyad Mahrez. D'accord ? Donc le cliché sur le footballeur qui est sur un yacht, qui machin, qui truc, c'est pas l'anti-Riyad ça. Mahrez. C'est pas ça. Bon, Riyad Mahrez, j'ai fait des séances avec lui à 22h au milieu des tours à Sarcelles. Les amis, salut, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est sur Paris et en présentiel. Voilà, c'est pas dans les habitudes donc qu'il faut le signaler. Et je suis avec Fabien Richard, préparateur physique, s'il vous plaît. Fabien, comment tu vas ? Super, quel bonheur. C'est vrai ? Bonheur d'être à Paris, j'adore Paris. Tu m'as dit, c'est vrai, Ouais. t'adores Paris. J'adore Paris. Bah, je suis content de te rendre heureux en te faisant venir une fois de plus à Paris. Merci pour le trajet, surtout. Pas de problème. Parce que les gens le voient pas, mais des fois, les coulisses d'organisation sont un peu compliquées. Tu as fait un aller-retour Paris rien que pour moi, donc merci beaucoup, j'apprécie. On va essayer de bien utiliser ton temps. Magnifique. Et D'accord. je viens d'Ardèche, donc le plus beau département de France, bien sûr. Donc c'est... Ouais, chacun ira de son avis. Chacun ira de son avis, on va pas commencer dans le conflit. Mais alors, j'ai dit préparateur physique, mais c'est pas tout. Aujourd'hui, tu as une autre casquette. Ouais. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton activité maintenant ? Eh ben, je suis formateur. On a créé FormaFoot. Voilà, c'est mon activité où on forme tous les préparateurs physiques qui le veulent, les kinés, les étudiants. Ok. Et on a créé aussi un très très gros créateur de séances pour aider justement tous ces gens. D'accord. Et je m'éclate. C'est vrai. Je m'éclate. Ouais, c'est super. La transmission, de toute façon, c'est une des choses les plus importantes de notre Exactement. société. Il faut continuer de le faire. Tu Exactement. as une carrière très impressionnante. Merci. Il y a des noms en pagaille, Sadio Mané, Mahrez, Monsieur Cabaye également. C'est bien parce qu'en plus, je suis fier de moi. En même temps, je note les gens qui sont passés dans l'émission. Donc, ça me permet de, tu vois, de gonfler un peu l'ego. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont pour certains, on le soupçonne pas, mais une approche, une intelligence dans l'approche du football qui est bien plus avancée que peuvent le penser certaines personnes derrière leur écran. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Mais en plus de ça, on voit aussi des personnes qui ont arrêté leur carrière, pour certains, et qui occupent des postes importants. Et ça, je trouve que ça montre certaines choses. Quand je pense à Mathieu Bodmer, qui a fait partie des personnes avec qui tu as collaboré, Johan Cabaye, ouais, ces gens-là, entre guillemets, puent l'intelligence football. Là, tu échanges avec eux, très vite, tu te rends compte que tu n'as pas affaire à simplement quelqu'un qui tape la balle. Mais dans des critères différents, tu vois, Mahrez qui a une image de « je pense qu'au foot, derrière, il n'y a rien », pour certains, c'est pas du tout la réalité. Donc, je profite de t'avoir pour casser un peu les codes. Ouais. C'est ce qu'on adore faire dans Call Interview. Vendu. Alors, dis-moi, parle-moi un petit peu de ta profession. Comment ça commence ? Ouais. Comment on décide de devenir préparateur physique ? Ça a été question. Alors moi, comme tu peux le voir avec mes vieux cheveux blancs et mes lunettes, je suis un vieux préparateur physique. Ouais. Donc moi, j'ai 52 balais. Okay. Moi, j'ai appris la préparation physique. Il n'y avait pas Internet, donc les gens doivent rigoler là, je pense, en écoutant ça. Ouais. Les ressources, c'était des livres. Moi, c'était les méthodes modernes de Gilles Cometti, tome 1, tome 2, que j'avais lu 250 fois, machin, seul chez moi, et ainsi de suite. C'était ça, les ressources. Et puis les ressources, c'était aller dans ton club amateur, dans lequel tu as joué toute ta vie, et t'entraînes tout le monde. C'est ça, t'apprends le métier comme ça. T'entraînes des débutants jusqu'au senior. D'accord. Et c'est comme ça que tu te construis. Ouais. C'est exactement comme ça. D'accord. Et donc, j'ai commencé comme ça. Le métier de préparateur physique n'existait pas. Le mot préparateur physique n'existait pas. C'est ma question, parce que c'est nouveau. C'est assez récent. Enfin, c'est nouveau, c'est assez récent quand même dans l'évolution du foot. Avant, c'était un entraîneur, tu vois, ou des entraîneurs d'athlétisme qui venaient dans le milieu. Oui, exactement. Donc le mot préparateur physique n'existait pas. C'était pas un gros mot, mais presque. Ouais. Et puis arrive ce moment où je décide d'avoir un vrai diplôme, de me former. Donc après une licence TAP, c'est ce genre de truc. Je pars à Dijon. Et là, je vois Dieu pour moi. Je vois Gilles Cometti, qui était un... oui. Tu vois, moi, c'était... je vois Dieu. Je rentre dans une salle et c'est la première fois de ma vie que j'ai envie d'apprendre. D'accord. J'ai eu mon bac, pas de problème. Mais aucun intérêt. Ouais. Là, mais j'étais comme un dingue. Là, c'est un gamin dans un magasin de bonbons. Bon, bref. Donc, on se forme. J'ai la chance de pouvoir partir à Arsenal, faire mon stage. À l'époque, Arsène Wenger. Ok. Donc t'imagines un gamin ardéchois. Oui, j'imagine, oui. Première fois que je prends l'avion, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Donc je me retrouve à Londres, à Arsenal. Monsieur Wenger, accueil. Je rentre là-bas, déjà les mecs, ils voulaient à peine me laisser rentrer. Ouais. Alors je leur explique avec mon petit anglais Lamas 3. Oui. Il me donne, et moi j'avais la lettre de Monsieur Wenger. Donc au début je la monte pas, et au moment où j'arrive pas à rentrer, je monte la lettre, et là c'était
Ça y est, les Rois Royales. Tout s'ouvre. Waouh. Et puis surtout parce que moi, je suis en train de me projeter, mais il n'y a pas le téléphone, c'est pas comme aujourd'hui où tout est informatisé, tout est réglé. Non, on n'est pas là-dedans. J'ai pas de C'est portable. incroyable. Waouh. Donc, je rentre. Et là, incroyable. Je passe une semaine avec eux forte. Monsieur Wenger, il y avait plein de gens au milieu, machin. Il me faisait signe. Moi, j'étais tout. Enfin, viens manger avec nous. Mais enfin, voilà. Tu vois, tout ce qu'un Ardéchois adore. Ouais. Donc, ça se passe bien. Mais là, j'ai une révélation. Je vois comment travaille le préparateur physique. Et je me dis, enfin, en toute modestie, il n'est pas plus fort que moi. D'abord. Ok. Mais en toute modestie, on fait pas des choses folles. Ouais. Il y a rien de, ils sont 15, ils font tous le même exercice. Mais je me dis, mais c'est pas ça pour moi la préparation physique. Ok. On peut pas préparer 15 mecs de la même manière. Tu vois, Ah, donc chacun l'individualisation de la me chose. vient de là. Ok. Avant ça, c'était pas du tout quelque chose de courant. Non. Ah ouais, d'accord. Donc ok, tu les vois. Je dis, putain, bon, bien sûr, tout est correct, machin. Oui, Mais bien je me sûr. dis, putain, il y a un truc à faire, quoi. Ouais. Je rentre chez moi, ma femme est fleuriste en Ardèche, on a des enfants et tout, et je décide de répondre aux offres. Et on me propose Yverdon, un Suisse à l'époque, et un centre de formation au Qatar. Ok. J'emmène ma femme, on va visiter Yverdon, et là, choc. Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas nous. Pourquoi? C'est pas nous. Ah, vous reconnaissez C'est pas dans la nous. région. Non, alors, pourtant très très beau la Suisse, tu vois, Mm. mais c'est pas nous. On va me proposer un poste avec 20 mecs, 25, c'est pas possible. D'accord. Donc je rentre chez moi et je décide de lancer cette idée un peu folle d'individualisation de la préparation physique sur des sportifs de haut niveau. Et de là, Wow. tout commence. Mais dans un sport collectif. C'est ça qui est fou, parce qu'à la rigueur, que tu puisses accompagner d'abord des sports individuels, je pense au tennis. C'est ce que j'ai fait. D'accord, ok. C'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai commencé par Aravan Rezaï. Je sais pas si tu te rappelles. Ok, si, je vois très bien. Histoire de fou. Ouais. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour parler tennis. Mais fantastique première expérience avec un sportif de haut niveau. Ok. Un contexte En quoi particulier. en quoi elle est particulière cette expérience? C'était dingue parce que je me retrouve avec des gens qui vivent en autarcie. Ok. Tu vois, vraiment l'image qu'on a de la joueuse de tennis avec le papa qui s'en occupe, la maman qui s'en occupe, le frère qui est le sparring par terre, tu vois. Et ces gens-là m'accueillent vraiment, ça s'est très très bien passé. On a travaillé 7-8 mois ensemble, enfin une saison, quoi. Et là, tu apprends des choses, quoi. T'apprends des choses. D'accord. Et là, j'envoie des CV un peu partout, j'envoie des lettres, faire voir ce que je sais faire, machin. Et là, l'agent d'Atem Ben Arfa m'appelle. Ok. À Lyon. D'accord. Pour un travail individualisé sur lui. C'était parti. Waouh. Voilà. Premier contrat, c'est ça. Dans le foot, Le c'est premier ça. contrat professionnel, tu vois, c'est ça. Avant, c'est des milliers d'amateurs. Ouais. Enfin, non, pas des centaines d'amateurs sur lesquels j'ai tout testé, tout tenté, Ok, c'est loupé des trucs. Oui, bah, c'est l'opportunité de tester, c'est ça, c'est pour Bien rater. sûr. On rate plus qu'on réussit quand on Bien teste. Ok, J'ai d'accord. bien sûr réussi à blesser des copains, j'ai réussi à... Mais super copain, Fabien. C'était super d'être ton pote à l'époque. D'accord. Mais Ok, ouais, c'est incroyable. tout est parti Donc, là. Atem Ben Arfa. Mm. Alors c'est bien parce que tu commences par le plus facile en plus, dans l'approche, au niveau du caractère, au niveau de tout ça. Donc, Tu connais Thème? je ne l'ai pas rencontré, non. Tu l'as pas rencontré. Je ne l'ai pas encore rencontré. Mais d'ailleurs, on me dit que du bien de lui. Ouais. On me dit beaucoup, beaucoup de bien de lui humainement. Ouais. Je pense qu'il y a aussi il a beaucoup mûri entre le début et la fin. Mais je pense qu'il y a pas mal d'incompréhension. Mais justement, parce que c'est bien de commencer avec Atem parce que on est dans tout ce qu'il y a de, entre guillemets, compliqué. Je m'explique, même par le profil, joueur artiste, atypique, dont la force première n'est pas forcément la force physique. Ouais. Que ça, on doit protéger ça, parce qu'un excès de force physique parfois peut endommager la capacité à s'exprimer, la souplesse, ce genre de choses. Donc tu ne peux pas aller dans le cliché, entre guillemets, du préparateur physique, comme on peut voir, pousse de la fonte, vas-y à fond, machin. Donc c'est quoi l'approche quand tu vois Atem? Quand je vois Atem, d'abord, quelle est la situation d'Atem, tu vois? Je vais chez un joueur, quand j'allais chez un joueur avant, le constat c'est où est-ce qu'il en est, d'accord? Regarder 200 vidéos de son jeu, d'accord? Comment il bouge, enfin 200 vidéos, j'extrapole un peu, oui, bien sûr. voir comment il bouge, voir comment il se retourne, voir voilà, ce genre de choses. Bien sûr. Et derrière, le constat il est simple, Atem, MC Olas doit le vendre à Saint-Etienne pour une somme ridicule. Ok. On est à quelle période? On est en 2007 ou tu vois, dans ces eaux-là. Ou 2008, je ne me rappelle plus. Bon, bref, je sais qu'il voilà, il a des offres de Saint-Etienne, t'imagines. Ok. Et, facile de transfert. Ouais, facile de transfert. Et ils veulent s'en débarrasser. C'est ce que me dit son agent, en tous les cas. Ok. Et il me dit, mais c'est un gros bosseur, et s'il bosse, il va aller très haut. Moi, j'avais vu à la Clairefontaine, t'imagines? Ouais. Tu dois te dire, j'ai un talent possible dans ouais, fou. Le mec, tu sais très bien que c'est fou. Et on se met à bosser. Ok. Et à bosser comme des dingues.
Ok. Et comme des dingues. Ça veut À dire thème, quoi comme des dingues? Ça veut dire C'est-à-dire plein de séances par semaine. Le mec, on travaille dans une petite chambre qu'il a aménagée chez lui. Tu vois, Wow. caché, on est caché, ça n'existe pas ce métier. Ok. On fait des trucs de fou sur son balcon. Ah ouais, c'est incroyable. Son Sur son balcon, sur son vous avez balcon. fait des exercices. C'est plein, incroyable, ça. plein, sur son Ok. balcon à Lyon. Et là, le mec explose. Ok. Il explose, équipe de France. Ouais. Il fait tout cette année-là. Et après, il part à Marseille pour, je ne sais plus combien de millions, mais un joli transfert. Et sa carrière était là. Enfin, je ne suis absolument pas le Non, j'entends responsable. bien ce que tu veux dire. J'entends Le bien talent ce que tu veux est dire. incroyable. Oui, oui. Mais je fais partie peut-être T'as des mis pièces ta du pierre, puzzle. Voilà. T'as mis ta pierre à Ouais, l'édifice. parce que lui... Oui, il a fait le reste derrière. Mais par contre, c'est important parce que plus que l'aspect physique, Ouais. tu n'es pas préparateur mental. Pas du tout. Mais tu déclenches des choses, Ouais. des éléments mentaux Ouais. qui sont nécessaires à l'accomplissement d'un footballeur. Tu vois, c'est pour ça que je trouve que le titre de ton livre, il est très évocateur. Ouais. C'est important de sortir de ce, entre guillemets, ce prisme-là, ce cliché-là du préparateur physique, c'est du muscle. Le préparateur mental, c'est la tête. Voilà. Il y a quand même une alchimie à avoir. Et quand tu dis que tu mets ta pierre à l'édifice, c'est pas simplement que tu l'as rendu musclé, c'est que tu lui as inculqué une méthode de travail, une discipline de travail. Exactement. D'accord. Exactement. Ces fameuses routines dont tu parles, toi, cette discipline de travail, c'est des routines. Oui. C'est des choses. Tu mets un texto. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu vois, oublie pas, demain on a ça. Ouais, toi, d'accord. c'est tout un accompagnement. D'accord. Toi. Ok. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, on a créé une formation là, depuis avec Format Foot qui est spécifique pour le joueur de football. Ok. Au lieu d'envoyer un préparateur physique, on est capable de le faire. Hein. Ouais. On envoie des gens qu'on connaît, notamment ceux qui ont racheté ma boîte. Là, mais sinon, on leur fait une formation justement pour qu'ils soient meilleurs là-dessus. D'accord, c'est incroyable. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent au moment où tu arrives? Alors, je vais être très curieux pour que tu me dises, tu as déjà commencé à me le dévoiler un peu, mais le process pour toi d'arriver dans un club, de début de collaboration. Mais est-ce qu'à ce moment-là, pour cette anecdote, quand tu arrives, tu vois des choses qui te choquent? Tu m'as parlé d'Arsène Wenger et d'Arsenal où c'était tout collectif et que tu te dis, mince, il y a quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est le cas quand tu arrives à Lyon? Alors, je sais absolument pas ce qui se fait à Lyon, tu vois. T'as pas accès au club à ce moment-là? J'ai absolument pas accès au club. D'accord. Alors qu'à Thème, la première fois, rendez-vous devant Tolavo-Loge et vous me faire rentrer pour faire la séance. T'imagines le carnage ça aurait été à l'époque? D'accord. Non, je dis non. On va pas faire ça, On va faire ça là. Ok. Donc, non, aucune relation. Okay. Aucune relation. Par contre, on sait ce qu'ils font. D'accord. D'accord. Parce que je peux pas faire n'importe quoi. Non. Mon but. Bah oui, c'est de te. Mon but, c'est le joueur. Oui, voilà. Que le joueur soit meilleur. Bien sûr. Oui, d'accord. Okay. Donc, heureusement, on sait à peu près ce que font les clubs. Enfin, on sait ce que font les clubs. De toute façon, tu as l'accès au planning du joueur. Tu oui. sais presque qu'il travaille. Comme ça. D'accord. Ok. Bon, alors, dis-moi maintenant, de manière un peu plus large, ton process pour la collaboration avec un joueur. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les éléments prioritaires sur lesquels tu vas porter ton attention? Comment ça fonctionne? Alors, il faut d'abord que le joueur, que ce soit lui qui me démarche. Au début, c'est pas lui qui m'a démarché, c'était son agent. J'ai eu un coup de bol, lui avait envie. Mais il faut que ce soit le joueur qui nous démarche. D'accord. Pendant ma carrière, ça a été ça. Okay. S'il vient parce que son agent lui dit il faut bosser, ça marche pas. C'est vrai? Ouais. Il faut que mentalement, le mec il fait la démarche de se dire je vais travailler pour être meilleur. Ok. C'est pour ça qu'on a toujours travaillé qu'avec le bouche à oreille. Oui. Moi, les réseaux sociaux, tous ces trucs, c'est vrai, ça n'a rien changé, toi, à ta façon de travailler. J'ai jamais eu un joueur avec le réseau social. Jamais eu un joueur. C'est important ce que tu dis là. Moi, c'est le joueur qui en parle à Thème Ben Arfa, en parle à Mathieu Bodmer, qui en parle à Johan Cabaye, qui en parle à Johan Gouffran, je sais plus dans quel ordre, machin. Et comme ça, tu arrives à 100 joueurs en 15 ans. Quoi. La méthode à l'ancienne. Mais c'est bien, parce que ça montre aussi que les réseaux sociaux, c'est une magie. Je peux pas cracher dessus parce que moi, ça me permet de réaliser des choses dont j'avais même pas idée, que j'osais à peine, j'osais pas en rêver. Mais cette qualité-là de travail, c'est important aussi de montrer que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toute la communication des joueurs, c'est pas que ça. Donc c'est important. Ouais. Donc ok, tu arrives, il y a du bouche-oreille. Il faut que ce soit le joueur qui soit à l'initiative de la demande, un peu comme les gens qui veulent arrêter de fumer, comme les gens qui veulent arrêter de boire, comme voilà. Faut c'est dans le même processus mental. D'accord. Ok. L'initiative. Donc tu me dis les éléments, c'est quoi d'autre? Donc le bouche à oreille en un, d'accord, et en deux après c'est j'aime bien voir les possibilités du joueur. Tu vois, j'aime bien voir physique, le potentiel joueur même carrément. Tu vois. Est-ce que c'est un futur ballon d'or? J'en ai jamais eu un de ballon d'or. Enfin, mes joueurs n'ont jamais eu de ballon d'or. J'ai jamais eu de joueurs qui ont eu le ballon d'or. Mais où est-ce que c'est un joueur qui, s'il joue à Saint-Etienne et qui veut rester à Saint-Etienne, tu es sûr que j'y vais pas?
Ah, ok. Pourtant, je suis supporter de Saint-Etienne. D'accord. Mais le joueur qui me prend, qui me dit, voilà, je joue à Saint-Etienne, tout va bien, mais je veux rester à Saint-Etienne, je me dis, c'est super, hein, pour moi, je suis content, il est dans mon club de cœur, mais il va pas vers l'excellence. Ah, toi, t'as tes critères de sélection comme Ouais. ça. Ok. Moi, j'ai Wow. combien de joueurs qui m'ont dit, je veux le ballon d'or? J'en ai eu 7 ou 8. Ok. Ils l'ont jamais eu, hein. Non. Ils Mais sont ils pas ont loin. l'ambition d'eux. Ils ont Ouais. Bah oui, il y a quand même des gens, Sadio Mané. Pas passé loin. Riyad Mahrez, Ouais, Riyad Mahrez, ça aurait pu. ballon d'or africain, Ouais. meilleur joueur de première ligue. Ouais. Ouais, costaud. Mais même Ben Arfa, dans le potentiel, Incroyable. on parle de ballon d'or potentiel. Mathieu que tu connais, bonne mère, me disait, je la raconte tout le temps, ça va passer dingue. Il me dit un jour, Fab, si Athème veut que Lorient soit champion de France, Lorient sera champion de France. Pour te donner l'estime C'est fou. Ouais, c'est dingue. À chaque fois, on me raconte des anecdotes différentes. À chaque fois, je me dis, c'est fou. Voilà. Que tes pères te reconnaissent comme ça, c'est à la fois rageant, mais c'est quand même dingue. Ok. Et sa carrière, tu vois, a été complètement cyclique, ce qui est sur, je sais pas si c'est sa vie, tu vois, mais il a été comme ça. Et par contre, quand on lui disait qu'on l'aimait, il marchait regarde sur. à Nice, Mm. à Newcastle, Mm. cette année à Lyon, à Nice, je sais pas si tu te souviens, il jouait contre des Playmobil. Hein. Ah ouais, c'était Quand il impressionnant. accélérait, il jouait contre des Playmobil. C'était impressionnant. Moi, j'avais Valère Germain à l'époque qui jouait devant à Nice. Ah, il s'est régalé. Hein. Ah ouais, Un mec tu comme ça derrière toi. Tu m'étonnes. D'accord. Bon. À l'époque, on dit souvent, alors je dis exprès à l'époque, parce que j'ai plein de questions comme ça qui sont un peu des clichés. Pas de problème. Ça va être que ça, à l'interview, beaucoup ça va être ça. À l'époque, on dit très souvent aujourd'hui que le foot de l'époque, c'est pas le foot d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est très athlétique, qu'avant c'était, certes, il y avait l'aspect physique, mais qu'on était beaucoup plus sur l'aspect technique. Aujourd'hui, même les plus grands analystes experts du foot, qui commentent le foot chaque semaine, nous disent aujourd'hui, un mec qui court vite, voilà. On a très souvent réduit quand même Kylian Mbappé à courir vite. Je trouve que c'est une insulte au possible par rapport à ce qu'il est capable de faire, mais bref. Est-ce que toi, qui es amené dedans, tu peux m'affirmer qu'il y a une évolution quand même, qu'aujourd'hui ça se résume beaucoup autour de ça ou pas? C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? De dingue. Tout ce que tu me racontes là, c'est exactement ça. D'abord, les staffs techniques se sont vraiment améliorés dans les clubs. Okay. Il y a des vrais staffs, les mecs. On a récupéré de la donnée aussi. Bon, il faut savoir l'interpréter, la donnée. Hein. C'est un autre problème. Ouais, c'est autre chose. Parce que les gens, ils analysent la donnée en fonction de ce qui les arrange. Ouais. Bon, bref. Mais physiquement, il y a eu un gouffre. J'ai encore Clément Grenier, tu vois, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, qui me dit Fab, je vois vraiment la différence, tu vois, entre le début de sa carrière où je l'ai eu et la fin où je l'ai eu aussi. Tu vois, il dit il y a un gouffre physique. Donc, je crois que les fans de foot, ils font toujours ça. Tout au long de leur vie, ils font ça. Prendre Maradona et le comparer à un mec d'aujourd'hui, voilà, ça n'a ni queue ni tête. Mais est-ce que toi, dans l'évolution physique des mecs, alors certes, il y a une évolution, il y a des choses sur lesquelles on met plus l'accent. Mais est-ce que ça veut dire que les mecs sont plus forts aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant ou pas? Ils sont plus forts physiquement, ça c'est sûr. Mais, il y a toujours un mais, d'accord? Dès qu'on met un mais, les phrases avant ne vont plus rien dire. C'est ce que j'attends, ce mais. Riyad Mahrez. Oui. Physiquement, tu le trouves comment? Bah, c'est là où j'ai du mal, moi, à me positionner. Parce que quand tu le vois au milieu des autres, tu te dis, il est comme ça. Et bien sûr. Mais les autres sont déjà pas dans la norme de ce que tu sors dans la rue, là. Tu es à Paris, tu te balades, tu t'es beaucoup baladé. Bon, bah, tu vois pas des mecs qui ont la carrière des footballeurs partout, à chaque coin de rue. Ouais. Donc, est-ce qu'un mec que je vois comme ça au milieu d'un terrain de foot, professionnel, c'est un mec que je verrais comme ça dans la vie? C'est ça ma question. D'accord. Oui. Ah ouais, d'accord. Au moins, c'est bon, ça c'est clair. D'accord. Ouais. Ok. Mais Riyad, moi j'adore ce gars, donc je peux en parler des sœurs. Ouais. Mais Riyad, physiquement, il est pas très costaud, Non. tu vois. C'est pas ça. Mais il le sait, hein. Mm. Mais le mec, quand tu as une transversale de 50 mètres qui arrive, qui te fait son contrôle et son crochet derrière. Ouais, donc sur lui, tu joues quoi physiquement? Tu vas pas jouer sur le volume, tu vas pas lui faire prendre du volume, tu vas pas lui faire prendre des muscles de fou. Tu vas jouer sur ses appuis. La vitesse de ses appuis. Oui, bien sûr. Son point fort. Ok. Ce qui est le but de mon travail. Donc toi, le but de ton travail, c'est... Est-ce que c'est plus masquer... C'est Arsène Wenger qui disait cette phrase. Arsène Wenger, il disait plus qu'il voulait améliorer ton point fort que améliorer ton point... ou compenser ton point faible. Et moi, Et toi, tu es dans cette philosophie. Moi, c'est ma philosophie. J'ai fait ma carrière de préparateur physique là-dessus. Moi, j'y allais pour améliorer le point fort du joueur. D'accord. Si le mec joue à Leicester, au moment où je prends Riyad, je vais même te raconter, hein. Je prends Riyad à Leicester, on fait un simple test, tu vois, un test de mobilité, il n'arrive pas à descendre.
Ok. ce que n'importe quelle personne est à peu près capable de faire. Lui, il est incapable de descendre. D'accord. Tu vois. Ok. Donc sur la mobilité, tu te dis il y a des problèmes. Ok. Ouais. Tu t'es déjà blessé? Jamais. Ok. Bon. Quel est ton point fort? Enfin, je savais son point fort. Les appuis. Tu le mets sur un truc d'appui, ça va à 2000. Ouais. Ça va à 2000. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je tente de jouer sur sa mobilité et peut-être que on va aller vers des blessures. Je tente d'autres choses, prendre du poids, tu vois, pour prendre un peu de muscle, et peut-être ça m'engendrerait des blessures, ou je bosse son point fort. Alors après, tu vois, tu lui envoies des séances où il peut bien sûr faire un peu de mobilité, bien entendu. Mais c'est pas ce que tu vas développer. En premier, tu vois. Après, bien sûr, on va le développer. Mais en premier, mon axe de travail, c'est le point fort. Waouh. Passionnant. Parce que pour les mecs qui aiment le foot comme nous, ça veut dire regarder des matchs, ça veut dire... Et que nous, dans l'approche du foot, alors évidemment, l'aspect physique est peut-être un peu différent de l'aspect technique, mais pour n'importe qui a joué au foot, moi qui suis gaucher, on me donnait un ballon, mets-le sur ton pied droit. Et puis fais-moi du pied droit, du pied droit, du pied droit. Dans l'aspect physique, c'est autre chose. Pour reprendre l'image, tu me dirais, t'as un pied gauche magique, on va le rendre encore plus magique. Ah ouais. Et ça, c'est impressionnant. Tu vois, ça, c'est quand même... Alors, il faut, à fond, mais il faut pas que ton pied droit en devienne problématique, tu vois. Par exemple, que ta feinte à gauche soit ton unique, fantastique, mais que soit ton unique feinte. Ouais, d'accord, je vois très bien. Sinon, ils vont te lire, les mecs. Ouais, ok. Tu m'as pas parlé de diplôme. Ouais. Là, quand tu m'as parlé de ton cursus, tu m'as pas parlé de diplôme de préparateur physique. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a toujours pas de diplôme? Non, le diplôme avec le mot préparateur physique n'existe pas. C'est un truc de fou. C'est ce que je dis dans le livre. Donc, on se forme, on va en STAPS. Nous, enfin, voilà, c'est STAPS, machin. Donc, moi, bien sûr, Lyon, Dijon. Mais le diplôme n'existe pas. Je sais pas pourquoi. C'est fou. Donc, ce qui fait que maintenant, alors, tous les joueurs, mais même dans les... Pour en avoir parlé avec des gens placés dans les centres de formation, des gamins de 13, 14 ans ont leur propre préparateur physique en dehors. Ils payent 10 balles, 15 balles. Alors que les gamins font des séances de malade mental toute la semaine. Ils travaillent beaucoup en centre de formation. Et le projet Mbappé, tout ça fait que... Donc les parents embauchent des gens pour... Et des gens qui... attention, il y en a, ils sont très compétents, mais tu as une sacrée quantité de mecs. C'est un peu l'inverse aussi des réseaux sociaux, c'est le revers des réseaux Exactement. sociaux. C'est pour ça que je te dis que moi, les réseaux sociaux... D'accord. Ok. Et Johan, excuse-moi, Johan en parle dans le livre, dans la préface. Oui, bah c'est pour ça que pour ça que je veux aborder ce sujet-là avec toi. C'est que je trouve que on met en avant l'aspect financier, les joueurs peuvent se faire avoir, même leur rapport intime parfois, où voilà, ils sont avec une nana et ça tourne mal. Voilà. Il y a plein de choses qu'on met en avant, mais dans le travail pur, on dit souvent que les mecs ne bossent pas, ils peuvent aussi bosser avec des personnes incompétentes potentiellement. Et ça, ils sont vachement ouverts à ça, parce que même dès le plus jeune âge, on leur met, déjà il y a l'entourage, mais on les met déjà avec des gens qui potentiellement peuvent les affaiblir physiquement. D'ailleurs, à une époque, on me disait, moi, qu'il était très déconseillé de faire travailler physiquement, avec musculation, ce genre de choses, un adolescent en plein développement physique. Ça, c'est le grand truc qu'on entend depuis 40 ans. J'ai toujours entendu ça. Alors c'est une ineptie totale. D'accord. On peut faire des choses fantastiques. Bien sûr, il y a des prescriptions à prendre. Nous, on en parle dans notre formation. Tu vois, on forme les gens sur la préparation physique chez les jeunes. Le pic de maturité, tu vois, comment on le calcule, comment on travaille en fonction de ce genre de choses. Mais bien sûr qu'on peut bosser. D'accord. Bien sûr. Donc c'est ok. Bon vous attendez, vous pouvez vous mettre à bosser les gars, n'attendez pas. Intelligemment, avec des gens qui sont compétents, mais bien sûr qu'on peut bosser. Mais ça, c'est à tout âge d'ailleurs, intelligemment et de manière cadrée, compétente. Voilà, c'est à tout âge. Alors, on a parlé de joueurs qui sont partis dans des régions européennes, on va se concentrer sur le foot européen, mais complètement différentes. Riyad Mahrez, c'est le Havre, c'est la première ligue derrière. Hatem Ben Arfa a fait un peu de tout, mais finalement, il a quand même passé un bon moment en France. Est-ce que, par rapport à la culture du pays, l'approche du foot, mais pas que, l'approche sociétale, ton travail, il est influencé aussi? Complètement. Quand j'ai commencé à partir en Angleterre, donc pour Yohan Cabaye, Dembaba, plein de gens, entraîneur anglais. Ok. Alors pour la plupart des gens qui nous écoutent, ils disent très bien, ils parlent anglais, c'est tout la différence. Non, la formation anglaise fait que tu as un jour off au milieu de la semaine. Ok. Un day off. T'imagines en France, ça voudrait dire que le mec s'entraîne, joue samedi, dimanche décrassage, lundi off, travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En France, c'est ça. Et bien là-bas en Angleterre, le mercredi ou le jeudi, off. Tu vas pas au club. Ok.
D'accord. Ça change tout. Ça change tout. Sur la planification, Ah oui, sur la préparation pour le match de week-end, pour tout. tout. Ça change tout. Donc déjà le premier point, d'où vient l'entraîneur? Ça c'est très important pour moi. Tu regardes, tu as les Portugais. Ah, non, les Portugais sont partout. Nous en France, les Français, on est nuls. On n'arrive pas à aller à l'étranger. Enfin, c'est pas nous qui sommes nuls, c'est nos réseaux, je sais pas quoi. Peut-être notre faible la langue. Bref, on n'y est pas. Les Portugais sont partout. Mais le Portugais, tu sais que c'est tout intégré. Tout avec ballon. Ah oui, bah oui, Mourinho parlait de ça. Bien sûr. On disait qu'il faisait sa préparation avec un ballon. Le pianiste, toutes ces conneries-là. Moi, je suis pas très fan. Mais bon. Pour ça, tout ça pour en revenir, tu regardes la culture de l'entraîneur, comment est-ce qu'il entraîne. Ça joue. Tu vois, ça joue énormément. Moi, c'est ma planification. Ok. C'est mon contenu de séance. Ok, d'accord. À quel moment je vais y aller. Tu vois, ça c'est très important. Je vois. Et après, bien sûr, quand on débarque en Angleterre avec Johan, il m'appelle fin du premier entraînement. Fab, je suis mort. On a fait un stop and ball, je suis mort, je suis explosé. Les allers-retours, le box-to-box. Pourtant, je peux te dire, il sort de Lille, il est champion de France, et équipe de France, Coupe de France, il a tout gagné. Physiquement, il a une endurance, il a c'est une machine. Ouais. Mais est-ce que, alors, moi, je suis un mordu de Première Ligue. J'adore ce football. J'ai souffert à des moments où c'était un peu limité en termes d'expression footballistique pure. Mais aujourd'hui, je me régale chaque semaine. Si je dois regarder un match de foot, ce sera de la Première Ligue. Je préfère regarder Leicester, Bournemouth que Paris Saint-Germain, Lyon, par exemple. Tu vois, moi, c'est ça. Ah oui, carrément. Ah ouais, je suis un fou de Première Ligue. Mais chaque fois, je le vois avec les joueurs que j'ai interviewés, les joueurs que j'ai reçus. Quand on arrive en Première Ligue, tu découvres le foot. Quoi. Tu découvres le foot. Tu découvres le sport athlétique de très haut niveau. Voilà. Avant ça, j'ai été en Italie, j'ai été en Espagne, j'ai été en France. C'est bidon. Toi qui as la compétence, l'expertise, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de mieux? Est-ce qu'il y a plusieurs mélanges qui peut atteindre le nirvana, entre guillemets, du niveau athlétique? Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, ce que je vois, en tous les cas, c'est que quand les joueurs vont faire leur expérience à l'étranger et reviennent en France, d'un point de vue athlétique, ils disent « la France, c'est chaud. » Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, je vais casser des codes ou des mythes. Ok. Ils disent physiquement, la France... C'est pas pour rien que, pour moi, il y a l'école française de préparation physique qui est fantastique. D'accord. Moi, c'est pas les Portugais pour moi. Bref, les préparateurs physiques français sont fantastiques, j'en suis sûr. Ok. Donc, tu vas en Angleterre, ça court plus, d'accord. Les mecs sont meilleurs, surtout. Bah après, l'argent fait aussi. Donc, t'as des mecs qui vont plus vite. Oui. D'accord. Tout est fait pour que les mecs ça aille plus vite. Ok. Mais dénigrer la France sur le plan athlétique, non. Mais par exemple, quelqu'un qui est très humble. Ouais. Je prends Blaise Matuidi. Ouais. Il quitte le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on est sur le gratin du football français actuellement. Il va à Juventus et il dit « J'ai découvert le boulot. » Alors, est-ce qu'on se méprend quand il dit le boulot? Est-ce que ça veut dire travail physique? Est-ce que ça veut dire la façon de cadrer les choses? T'es au boulot du matin au soir, toute ta journée elle est cadrée, beaucoup plus qu'au Paris Saint-Germain à l'époque peut-être. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vois complètement ce qu'il veut dire. Déjà, en France, tu arrives à 9h à l'entraînement, à 13h, tu es chez toi. Voilà. Ouais. Ça c'est le gros problème. Mais c'est pas le problème du préparateur physique, tu vois. Non. C'est un problème d'organisation. Le français, c'est comme ça. Ok. Alors que tu as des clubs où ils passent la journée. Hein. Ok. Dans d'autres clubs, dans d'autres pays. Hein. Tu arrives, tu manges. Les Anglais, ils mangent. Hein. Ils mangent et peut-être séance derrière. Ouais. Tu vois. Ouais. Il y a toute une organisation autour du football. C'est vraiment un métier dans des pays. Nous, j'ai encore cette sensation là. Encore aujourd'hui, tu l'as? Ouais, moi j'ai des clubs. Je connais des clubs, je peux te dire que c'est guinguette. Hein. Je n'aurai pas de nom, mais il y a un ou deux clubs, c'est guinguette. Mais enfin, aujourd'hui, à un niveau de communication, d'exposition, de prise d'information qu'on est aujourd'hui, tu tapes sur Google le planning de la semaine d'Arsenal, tu l'as. Bien sûr. Je grossis le truc, mais tu l'as. Exactement. Comment on peut en être là au niveau français à dire à 13h vous rentrez, alors que de l'autre côté, les mecs ils carburent et espérer quand on les joue, qu'il y ait match. Comment on en est là? Ouais, tout à fait. Tu t'expliques pas? Non, je n'explique pas. Attention, pas tous les clubs. Hein. Moi, il y en a un ou deux. Bien sûr. Parce qu'il y a des clubs, en France, c'est vraiment sérieux. Ok. Je reviens du centre de formation de Rennes. Ouais. Le nouveau. Magnifique. On est sur du très haut niveau. C'est magnifique. On est sur du vraiment très haut niveau. Bon, dans leur communication, ils disent que
Après le PSG, c'est le top en France. Moi, j'ai visité le PSG il y a... J'ai pas vu encore. C'est incroyable. Fais-toi inviter par Johan. Incroyable. C'est vrai? J'ai jamais vu un truc comme ça. Wow. J'ai visité toute l'Angleterre, je pense. Chelsea, le nouveau... Bref. On est au niveau ou on est au-dessus avec le PSG? On est au-dessus. Okay. Les mecs, ils crachent tous sur les Qataris, mais vous vous rendez pas compte, les gars. Je suis pas un pro PSG, pas du tout. Non. Mais ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais faut être ça me fait sourire, je suis content. Mais comme ce qu'ils sont en train de réaliser à Marseille, tu vois. Oui, bien sûr, il y a un gros projet. Des vrais projets. Mais c'est pour ça que je ressors de Rennes et je me dis, ouais. C'est contagieux. Et Rennes a toujours eu cette force sur la formation. Tu vois. De formation. Donc là, c'est vachement intelligent de mettre du pognon sur le centre. C'est clair. Ok. Alors que tu as des clubs, le centre. Bon, tu me dis, il n'y a pas de formule magique. Non. Il y a quand même, j'ai senti dans ton discours, en France, on pourrait pousser un peu plus, mais il n'y a pas forcément, que ce soit la Première Ligue ou l'Espagne, la recette qui fait que ça marche mieux dans l'un ou dans l'autre. De toute façon, on voit la Ligue des Champions, c'est pas des clubs anglais forcément qui l'ont. Ah, on est d'accord. Donc, par contre, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que le Français, quand il est en France, il te dit, tu vois, peut-être j'en ai pas fait assez en France, mais quand il arrive dans un autre pays, en fait, ça lui fait changer d'attitude. C'est plus la mentalité. Ouais, complètement. Le mec, en fait, il arrive, il ne pense qu'à ça. Là-bas. Ok. Ouais, il est focus. Moi, je l'ai vu sur mes joueurs, en tous les cas. Tu vois, je peux pas dire pour tous les joueurs, mais les mecs, ils sont focus foot là-bas. Ils ont que ça à faire. Ouais. Que ça à penser. Ouais, je vois. Il faut réussir, il faut être bon, Ok. Moi, je pense que c'est surtout la mentalité, tu vois, qui fait que tu travailles plus à l'étranger. Je t'ai mentionné le Real Madrid, je t'ai mentionné les clubs espagnols. Je dis Real Madrid parce que j'ai mentionné le vainqueur de la Ligue des Champions. En général, le Real Madrid n'est pas très long. On a mis en avant, pendant pas mal de temps, le travail athlétique réalisé, la préparation physique réalisée du côté du Real Madrid. Je pense que tu connais le nom de la personne impliquée derrière tout ça. Il y a du français là-dedans. Tu me disais que les préparateurs physiques français étaient de très haut niveau. Les coachs français ont plus de mal à s'exporter. Ouais. Le préparateur physique français, on le retrouve un peu partout. Que je te dis. Le secret qu'il y a derrière ce succès-là, c'est quoi? Est-ce que c'est l'envie d'apprendre qui est bien inculquée à défaut de l'avoir dans tous les postes? Au moins dans ce travail, dans ce métier-là, il est quand même très présent. Ouais. Est-ce que c'est l'envie d'apprendre ou est-ce que c'est juste une mode passagère comme on a eu les entraîneurs portugais à un moment qui étaient c'était les meilleurs du monde, après ça a été les Espagnols, après les Italiens, enfin bref. Est-ce qu'on est dans une mode ou pas? Non, on n'est pas dans une mode parce que on se forme en France, d'accord. Moi, je vois tous les gamins qui viennent chez nous, avant, ils sortent de STAPS, où c'est des coachs, mais c'est des mecs qui ont déjà toutes les bases théoriques. Ils sortent de STAPS, tu as les bases théoriques. Et après, il faut leur apprendre les choses pratiques, tu vois. D'accord. Les choses de terrain. Et en fait, ces gamins, ils sont fantastiques. Ils ont faim, ils ont soif. Et malheureusement, il n'y a pas assez de postes. En France, on forme entre 1000 et 1500 mecs qui sortent de Master STAPS chaque année. Après tout, c'est entraînement. Mais il y a combien de clubs de foot? Il n'y a pas que le foot, mais là où tu vas gagner ta vie, et encore les clubs où tu vois ce qu'ils payent, c'est pas tout à fait ça. Non. Mais là où tu vas gagner ta vie, c'est dans le foot. Il y a 20 clubs de Ligue 1, dans lesquels il y a au moins déjà 4 ou 5 staffs étrangers. Ouais. Tu vois le truc? D'accord. Mais c'est une galère. Et les gamins, après, ils sont pris comme en apprentissage, souvent. Ouais. Tu les prends en apprentissage, tu leur fais faire... Moi, je suis dépité par rapport au truc. Mais c'est fou parce que paradoxalement, on dit quand même que le sport, en France, n'est pas la préoccupation première des gens, n'est pas assez inculqué dans la mentalité des gens. On compare souvent aux États-Unis, aux moyens qui sont mis à disposition, à toutes ces choses-là. Ce que tu me dis là, ça va à contresens de ce qu'on pense. Non, moi ce que je te disais, c'est sur le niveau de formation de ces gens. Ouais. Mais ce que soulève par exemple, les basketteurs l'ont soulevé cet été, les problèmes du sport en France, ils ont dit, moi c'est pas avec mon prof de PS que je suis devenu basketteur de haut niveau. Non, mais c'est pas ce que t'attends d'un prof de PS non plus, tu vois. Je suis pas pour défendre la profession de prof de PS. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Mais l'État français, on sort des JO, on fracasse le budget des sports. On n'a pas surfé là-dedans. On n'a pas surfé sur la vague JO, pas du tout. Moi, j'ai eu le cas d'un jeune, enfin de plusieurs jeunes dont les parents m'avaient appelé. Ils sortent du centre de formation, de très gros centres de formation, pas de contrat. Voilà. Je leur dis, mais partez aux États-Unis. Là-bas, vous allez être dans une fac, on va payer vos études, vous allez revenir avec un diplôme et vous avez peut-être une chance, si ça marche très très bien, de peut-être finir en MLS. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça les États-Unis, le sport aux États-Unis. Ouais. C'est vrai que tu es bon en sport, on peut te payer ta formation, te donner un petit coup de pouce pour que ça passe au niveau des études. Mais bien sûr. C'est vrai. C'est vrai, mais je l'ai ressenti quand moi j'ai été pour un semestre là-bas aux États-Unis dans le cadre de mes études.
la salle de sport. Mais C'est colossal. Tu as une piste d'athlétisme à l'intérieur de la salle de sport. Tu as des équipements x2, x3, x4 pour chaque appareillage que tu peux avoir. Non, Comment tu peux travailler. C'est-à-dire que même pour un mec qui n'est pas sportif, je trouve que tu as envie d'y être. Mais bien sûr. Il y a une énergie, il y a quelque chose, tu as envie d'y être. J'ai jamais fait autant de sport de ma vie. C'était où? C'était à Warrensburg, dans le Missouri. Okay. Je suis parti pendant 8 mois. Okay. Dans le cadre d'un échange, j'étais en études à Angers. Dans le cadre d'un échange, moi, je payais le semestre pour un Américain qui venait ici. Ah oui, et donc, lui logement, je pense qu'il a perdu au change. Ah oui, je pense. Il a perdu au change. Mais en tout cas, l'idée, je l'ai trouvée géniale. Ah ouais. Et ça m'a permis de découvrir un monde qui n'avait rien à voir. A contrario, au niveau des études, alors le rapport au humain est différent, complètement. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accompagnement, on est beaucoup plus une équipe entre toi et le professeur. Mais j'ai senti que la priorité, elle était vraiment donnée à la préférence de l'élève. T'es bon en sport, bam, vas-y, on te donne tout. Appuie sur ton point fort. On va essayer de t'aider, combler tes lacunes, mais surtout appuyer sur ton point fort. Donc, je te rejoins sur ce que tu disais. On n'a pas la même priorité. Ouais. L'accompagnement, pour moi, dans ton rapport avec le sportif, il est important. Aujourd'hui, nous, on voit sur les réseaux sociaux encore le mec qui va à la salle, le mec qui, pousse, il revient de blessure, on le voit, communication, le clip, très bonne qualité et tout fait. Mais dans ton livre, tu parles de personnes qui viennent chez toi, de toi qui vas chez eux. Il y a une vraie... il y a un vrai lien, il y a une vraie connexion qui est faite. Est-ce que c'est le cas avec tous les joueurs que tu as pu suivre? Non. Qu'est-ce que ça apporte, cette connexion-là, à ce point-là? Ouais, j'ai eu de la chance d'avoir des joueurs fantastiques. Ils viennent à peu près tous chez moi. Ouais. Ça, c'est dingue. Fort. À la Masse, plus beau village de France. C'est incroyable. Non, ils viennent tous chez moi en Ardèche. Pas la porte à côté en plus. Non, c'est pas la porte à côté, mais tu vois un Bafé Gomis qui vient travailler chez moi. Dans les marches, on a plein de marches d'escalier. C'est le seul d'ailleurs où moi on a une dame de la Masse qui doit avoir une 80 ans qui descend, qui me regarde et me fait c'est pas Bafé Gomis ça? Et j'étais sidéré parce que le seul qui était reconnaissable, bon bref, mais ils viennent chez nous, ils mangent avec ma famille, ils mangent avec nous, on crée, moi je me retrouve invité à des mariages, des baptêmes, ça tout le temps. Après il y a des moments passés ensemble, en plus des moments émotionnellement intimes, fort. Retour de blessure, préparation, t'es dans le dur avec eux, tu les soutiens, donc il y a aussi ce lien-là qui est important. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc c'est du one-to-one, nous. Oui, en plus. Oui, c'est plus facile que ce que font les mecs en club. Oui, c'est vrai. Mais donc du coup, toi, tu as quand même besoin, c'est pas systématique, tu m'expliques, mais c'est un plus réel d'avoir cette connivence-là avec les gens. Si je l'ai pas, ça marche pas. Ah d'accord, ok. Si je l'ai pas, si je sens rien avec le joueur, ça s'arrête. D'accord. Soit moi, soit lui. Oui, d'accord. Il y a, tu m'as dit, tu as bossé avec plein de clubs, enfin plein de joueurs qui étaient impliqués dans plein de clubs différents. Est-ce que tu as déjà été embêté par le fonctionnement de clubs? Là, tu m'as parlé de la culture, avec le day off au milieu de la journée, de la semaine, etc. Est-ce qu'il y a des clubs en particulier avec qui l'expérience a été compliquée? Compliqué, non. Si tu veux, on a eu une expérience à un moment où on s'est dit... non, c'est pas une expérience, c'est le préparateur physique qui faisait chier aux joueurs, tu vois. Et on s'est dit, laisse tomber, allez. On dit pas qu'on bosse. Tu lui dis pas que tu bosses, tais-toi. Et depuis, il n'y a plus jamais eu de relation avec les clubs, tu vois. Ok. Mais j'ai la chance d'avoir des gros joueurs. Donc les mecs sont forts, tu vois. Oui. J'ai pas le gamin de 17 ans qui va dire on prépa machin, j'ai pris un prépa physique et je bosse à côté. Moi, j'ai des joueurs, il dit j'ai un prépa, ah ouais, c'est bien, machin. Tu vois. Ouais, d'accord. Mais ça fait partie de tes critères, du coup, tu me disais, quand même, dans l'ambition, tu m'as parlé de l'ambition. L'ambition, ouais. Est-ce que, du coup, tu as tendance à plus bosser avec des mecs confirmés? Non. De 25 ans? Non, mais des mecs qui veulent aller loin. Okay. Enfin, il faut d'abord que c'est le potentiel. Hein. Tu vois un peu. Ouais. Okay, on m'en a proposé plein des joueurs auxquels j'ai dit non parce que je pensais pas qu'on pouvait aller très loin. Okay. Mais le mec où tu vois du potentiel, là, il y en a un ou deux en France, putain, il y en a, ils ont un vrai potentiel. Hein. Dis-moi des noms, dis-moi de qui tu parles. Non, je peux pas, mais tu les vois jouer, tu te dis, j'aurais pas dû arrêter ma carrière de prépa. Ok, alors, tu peux pas me parler la formation. Tu peux pas me parler de ceux en cours. Par exemple, qui c'est qui m'a dit ça? Levin Kurzawa. Ouais. Je l'ai en interview, il me dit à l'époque, on était en 2021, je crois, 2022, il me dit, Kylian, jamais à la salle. Je dis, arrête.
Je l'ai vu, moi, la transformation physique de Kylian Mbappé, elle saute aux yeux. Le mec qui débarque au Paris Saint-Germain, c'est pas le mec qu'on a 2 ans plus tard. Donc, me dis pas qu'il n'y va pas. Il me dit, Colin, je te jure, il n'y met pas un pied, il déteste ça, il n'y va pas. Est-ce que un niveau de performance physique, parce que Kylian Mbappé, oui, c'est pas que du jeu court, mais il repose quand même beaucoup sur ça, son jeu. Est-ce qu'un niveau de performance physique si élevé est possible si on ne va jamais à la salle? Ouais, alors la salle, moi j'y vais quasiment jamais à la salle. Hein. Quand tu bosses avec les gens, Ouais. tu vas jamais à la salle. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Je le dis dans le livre, moi j'ai pas besoin de salle. Hein. Pour faire quoi une salle? C'est ce qui nous est vendu aujourd'hui, c'est tu veux du sport, tiens, La c'est salle, toi la salle, la salle. Là, même les mecs sur la communication, les réseaux sociaux. Ouais, il faut pousser. Ah, ils sont pas ouais, tous, faut pas mentir, il y a des exercices extérieurs, etc. De tonicité, de Bien motricité. sûr. Mais tu les vois en train de pousser, voilà. Ouais. Alors, ça peut faire partie du processus, d'accord? T'envoies des séances où les mecs bossent à la salle. T'envoies ces séances-là. Mais l'explosivité et ce genre de choses, alors bien sûr, il y a une part de force qu'on travaille, bien sûr, mais je mets aussi des exercices où j'ai pas besoin d'aller dans une salle. Ok, d'accord. Donc, Mais la majorité de ton travail ne se fait pas forcément dans une salle. Non. Ok. C'est dingue, hein? Bon, mais non, mais c'est passionnant. En fait, moi, j'aime bien casser les codes, j'aime bien casser ça, les clichés qu'on peut avoir, que le footballeur, il est bête, il pousse un ballon et il va à la salle pour faire son sport toute la journée. C'est Non, pas que ça. c'est pas que ça. Il y a un aspect émotionnel, intellectuel, Bien il y a plein de sûr. choses. Ouais. J'ai envie que tu me parles de tes expériences très ciblées avec des personnalités, qu'elles soient de près ou de loin. Ok. Tu m'as parlé de Riyad Mahrez. Ouais. Tu m'as parlé de la façon dont tu le mets en condition, de comment vous apprenez à vous connaître. Le moment où tu te dis, ça et là, on a bien bossé, il tape tout là. Est-ce que c'est fin Leicester? Est-ce que c'est top City? Qu'est-ce que c'est? Riyad, d'abord, c'est une personne atypique. D'accord? Ça saute aux yeux. Riyad, je suis parti bosser pour lui il y a au moins 3 ans ou 4 ans, je sais plus, juste avant qu'il parte en Arabie Saoudite. Non, peut-être que 2 ans, en été là. Ouais, 2 ans. En Turquie. Et le mec, il m'emmène dans un hôtel, un bel hôtel, mais où il y a 1500 personnes. Ok. Lui, il est en bob, en maillot de bain, Ouais. au milieu de tous ces gens. Voilà ce qu'est Riyad Mahrez. D'accord? Donc le cliché sur le footballeur qui est sur un yacht, qui machin, qui truc, c'est l'anti-Riyad Mahrez. C'est pas ça. Bon, Riyad Mahrez, j'ai fait des séances avec lui à 22h au milieu des tours à Sarcelles. Waouh. Ce mec-là, je l'aime beaucoup, ça se sent bien sûr dans mon propos, parce qu'il est atypique. Ouais. Mais il est attachant aussi. Et il est très attachant. Et ce mec-là, il a tout gagné, sauf le Ballon d'Or et la Coupe du Monde. Ouais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas la Coupe du Monde et que ce soit la France la prochaine fois. Le Ballon d'Or, j'ai peur qu'en Arabie Saoudite, on lui donne. Non, ce sera compliqué. Ça sera compliqué. Il a été meilleur joueur de première ligue. Ouais. Tu te rends compte du truc. Ouais. Et le mec, c'est le mec le moins physique, enfin tu vois, le moins physique qui est. À proprement parler, oui, bien sûr. Sur leurs critères à la con. Ce mec-là, il a été champion d'Angleterre, je sais pas combien de fois. Il a gagné la Ligue des Champions. Moi, j'adore ces parcours-là. Il sort de rien. Il sort de rien. Et puis ça se manifeste tard pour lui. Le très haut niveau arrive très tard. Il a vécu des galères quand il me raconte. J'ai un respect. Ah, il peut gagner de l'argent tant qu'il veut. Je le rajoute dans l'émission. Tu vois, si c'est pour ce parcours-là que j'ai envie de partager. Je veux qu'il vienne dans l'émission, papa, me dire le meilleur joueur à qui j'ai joué, c'est un tel. Je veux qu'il me parle de ses galères. Je veux qu'il me parle de tout ça. Tout ce qu'on voit pas. D'ailleurs, Riyad, si tu nous vois un jour, tu es le bienvenu. Mais du coup, ma question c'était, à quel moment tu sens qu'il est le plus fort? À quel moment je sens qu'il est le plus fort? City. City? Ouais. Son prime à City, City fait ce qu'il veut. Bien sûr, Leicester, il est fort, mais toi, il est incroyable à Leicester. Incroyable. Leicester. Mais à City, en plus, il joue dans une équipe, avec un coach. Ouais. City... Ouais, c'était fort. C'était fort. Ouais. D'accord. Parce que tu peux briller dans des clubs moyens. Mais au milieu de tous ces gens, toutes ces stars autour de toi, machin, et encore briller, magnifique. Dans ton livre, tu parles de Sadio Mané. J'ai toujours été très curieux d'en savoir plus sur l'approche physique de Sadio Mané parce que on parlait de club tout à l'heure. Liverpool, de l'extérieur, c'est toi qui vas me dire, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est très cohérent en termes de travail physique. Quand je vois les mecs comme il cavale, et encore aujourd'hui, tu vois, sur cette saison, la performance du Paris Saint-Germain, certes, c'est Liverpool, tout le monde en parle parce que c'est prestigieux, mais physiquement, venir à bout de ces mecs-là, faut être costaud. Ils ont mis à mal toute la première ligue et bien plus encore.
quand tu bosses avec quelqu'un qui est déjà dans ce cadre-là, Il n'était pas dans ce cadre-là. il y avait Jürgen Klopp. Il n'était pas quand j'ai bossé avec lui. Ah, ok, ça. Moi, c'est ça qui est passionnant. Moi, je l'attrape avant. On bosse à Southampton ensemble. Ouais, Tu d'accord. vois. Et Ouais, c'est ouais, là je vois très qu'on bien. bosse. Ok. Je sortais de séance, je le raconte tout le temps. Hein. C'est le seul joueur, avec toute la carrière que j'ai eue, où je sortais de séance, j'étais bleu. Bleu. Tellement qu'il me faisait mal. Parce qu'on a un travail de système, passer le bras, Oui, j'aime beaucoup ça. Élastique, son point fort, lui, tu vois. Être là, pam, ça pousse. Bleu. Waouh. Donc, une machine. Quoi. Ouais. Une machine. Tu vois, le Sénégalais. Là, déjà, Demba, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Demba, voilà, des Sénégalais. Les mecs, c'est dur au mal. Et moi, je bosse à Southampton pendant 2 ans comme un fou avec lui. Arrive Liverpool. Je vais à Liverpool. Et là, qu'est-ce que je constate? C'est que Sadio Mané, il joue tous les 3 jours. Et il va jouer tous les 3 jours pendant 3 ou 4 saisons. Ah, ça change tout pour toi. Mais on ne travaille plus. Ouais, parce tu peux plus travailler. Il est plus dans de la récup entre les matchs. C'est en fait le plus intelligent possible. Ces moments de temps forts, ces moments de temps faibles, c'est où il travaille, c'est en sélection. En sélection, c'est un capitaine. Il joue tous les matchs. Et il y a la pression du peuple qui fait que quand tu vas en sélection, c'est de la folie en Afrique. La folie pure. Hein. Tu as une pression de fou. Donc les mecs pensent qu'ils vont se reposer en sélection. Les coachs anglais ou machin, ils disent il va être tranquille. Mais non, t'es sollicité tout le temps. Donc Sadio Mané, pendant 3 ans, ils l'ont pressé. Mais par contre, ça a été un joyeux, c'était magnifique. Un vice-ballon. Alors, attends, parce que tu me dis, toi, tu veux des mecs ambitieux qui veulent aller chercher le ballon. Ouais. Quand tu as cette ambition, il y a la Ligue des Champions. Ouais. Il y a au moins l'Europe. Donc, 3 matchs par saison. Ouais. T'es embêté quand il y a 3 matchs par saison. Alors, comment tu bosses avec ces mecs? On gère, on essaye de caler, tu vois, au bon moment. C'est vraiment du jonglage et surtout de l'appréciation, tu vois. Là, tu reçois un message, le mec, il te dit, je me sens moins explos. Okay. D'accord? Attends, on va travailler l'explosivité. On revient et on essaye de voir en fonction de ton temps de jeu et ce genre de choses. On s'adapte en permanence. Mais tu bosses sur des périodes données courtes? On bosse on est capable de s'adapter à tout. Tu es capable de t'adapter à travailler sur une... Moi, ce que j'ai fait toute ma carrière, c'est... Au début, j'ai commencé à la séance. Ok. Donc, financièrement, tu imagines le carnage. Ta séance s'arrête, tu n'as pas de lendemain. Ok. Et j'ai réussi, au bout de 3 saisons, j'ai dit aux joueurs, non, maintenant, si tu me veux, c'est à la saison. Ok. Et ça a changé ma vie. Ok. Donc à la saison, tu définis des dates où tu viens, et ainsi de suite, en fonction de l'argent que les gens dépensent. Donc t'es pas là toute l'année. Ah non. C'est pour ça que tu as plusieurs joueurs dans des clubs différents. C'est impossible. Ah non, c'est impossible. Donc si tu viens sur des périodes, et les périodes où tu n'es pas là, tu envoies des séances. Ok, d'accord. Tu vois Il faut que ton joueur soit capable, par contre, il y en a qui sont incapables. Hein. D'être autonome. Ton joueur d'être autonome. D'accord. Et c'est pour ça que là, on se dit, on va faire une formation pour les joueurs de foot. Parce qu'il y en a qui sont capables d'être autonomes complètement. Oui. Au lieu d'avoir un coach pendant 15 ans, qui viennent chez eux, il suffit de les former 1 ou 2 ans avec des programmes précis. Voilà, tu leur donnes un programme qui suivent. Et ils apprennent surtout. Ouais, ok. Parce que moi, je suis sorti de ma carrière de prépa physique où j'ai eu des joueurs, ils terminent leur carrière, ils étaient, un truc fou, aussi bons que le préparateur physique de club. Ouais, c'est fou. Ils avaient tout compris. J'ai même pas besoin de leur dire ce qu'il fallait faire. Maintenant, aujourd'hui, on fait ça. Bah, bien sûr. Mais tu les connais, ces gens. Certains que tu as vu en interview. Ouais, bien sûr. Ouais, je les vois, les profils. Tu parlais de Dembaba. Demba, c'est... Dembaba, il en fait partie. Il y a quand même ce cliché autour de ton métier de les préparateurs physiques, en fait, les membres de staff. Oui. Déjà, je trouve qu'il y a ce côté second. Où c'est faux, en fait. Arrêtez de penser que le préparateur physique, le préparateur mental, ce sont que des seconds de coach. Ils ont leur domaine de prédilection. Exactement. Il y a un chef d'orchestre. Ok, c'est le coach qui prend les décisions par rapport à son équipe. Ouais. Mais arrêtez de présenter comme le second, le deuxième, le troisième. En fonction de la position sur le banc, on a un ordre hiérarchique. Je dis pas que c'est jamais le cas, mais en général, quand j'échange avec les mecs, c'est pas trop ce qui en ressort. Il y a le côté, préparateur physique, préparateur mental, c'est des coachs qui n'ont pas réussi à être coach. T'avais, toi, l'envie d'être coach général, coach d'entraîneur manager premier d'une équipe ou pas du tout? Pas du tout. Pourtant, j'ai fait entraîneur, tu vois. Oui, puisque chez les gamins, tu me disais. Les seniors chez moi, t'es entraîneur. Mais moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est la préparation physique, c'est ma passion. D'accord. Je vis de ma passion. Ok. Donc, un préparateur physique, c'est pas... Oui, voilà, moi, c'est échange. Un préparateur physique n'est pas un coach raté. En tout cas, moi, j'avais pas d'ambition d'être manager ou entraîneur. Moi, ma passion, c'est la préparation physique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est passionnant. Je te parlais de tout à l'heure, je veux qu'on soit sur ton expérience plus ciblée. Est-ce que, je vais te donner des listes de questions, d'anecdotes, tu me dis si tu en as ou pas.
Est-ce qu'il y a un joueur que de l'extérieur, tu regardes beaucoup de foot, de l'extérieur, tu t'es dit, t'as l'évolution de ce mec physiquement, mais même dans la discipline, le dévouement au travail. Je pense à Ousmane Dembélé en ce moment, c'est un peu le mec de l'actu, qu'on a vu évoluer en termes de maturité, en termes de plein de choses. Est-ce qu'il y a des mecs comme ça avec qui t'as pas bossé, mais de l'extérieur, tu t'es dit, waouh, le mec, il a bossé, quoi. Je réfléchis, tu me prends un peu au dépourvu. Pour revenir à Ousmane Dembélé, moi je pense que physiquement il n'a pas changé. Non. J'en suis quasiment sûr. Okay. Par contre, son approche mentale et tout, l'implication qu'il y met, c'est incroyable. N'oublions pas qu'Ousmane Dembélé a connu des blessures de malade mental. Ischio, ça a été son gros problème. Il s'était même fait opérer, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais ça, pour toi, c'est pas le fait qu'il ait résolu ça. En tout cas, je touche du bois pour lui, mais au Paris Saint-Germain, il est plutôt épargné pour l'instant. Ouais, complètement. Est-ce que c'est une approche physique ou mentale, ça? Bon, c'est sûr qu'il bosse à côté. Je pense aussi. Je sais pas qui c'est. En tous les cas, je suis sûr qu'il a au moins un staff médical autour. Ok. C'est sûr. Donc sur la récupération, on fait plus attention. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je sens, tu vois, sur Ousmane Dembélé. Il y a des gens qui l'accompagnent, en tous les cas, sur la récupération. Bon, peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est une conviction que tu as. Il y a eu une évolution de ce côté-là. D'accord. Je pense qu'il a, en tous les cas, quand il était au Real Madrid, à Barcelone, je vais me faire détruire. Quand il était à Barcelone, il avait déjà des gens autour. Pourtant, il s'est beaucoup blessé, tu vois. Mais il avait déjà cette conviction qu'il fallait mettre des gens autour. Il avait même un cuisinier qui était chez lui. Il avait des gens qui l'accompagnaient. Ça ne matchait pas forcément, parce que ça reste le joueur. Tu disais, il faut que ce soit sa décision qu'il soit prêt. Exactement. C'était peut-être pas forcément. Et peut-être que là, il est prêt, tu vois. Ouais. D'accord. Et oui, tu disais dans son attitude, dans son implication, on le voit, son regard, c'est pas le même homme. Mais il est intenable. Ouais. Quel plaisir. Là, il a la dalle. Ah ouais. Là, il a la dalle. Et non, tu vois, un joueur que je me suis dit, il y a un truc de fou. Non, t'as pas vu ça? Bon, moi, le mec qui m'a le plus impressionné, c'est peut-être... j'aurais jamais cru qu'il ait cette carrière, puis je suis un supporter de Saint-Etienne, tu vois. C'est Matuidi. Ah oui, c'est un exemple parfait. Voilà. Tu vois, quand il part de la SSE, jamais on se dit qu'il va être ce joueur-là. Très bon à Saint-Etienne. Oui, bien sûr. Récupérateur. Bien sûr. Mais la carrière qu'il a fait derrière, le respect. C'est-à-dire que quand il signe au Paris Saint-Germain, on s'attend à ce qu'il soit à la hauteur du Paris Saint-Germain dans lequel il signe. C'est-à-dire un club très exposé médiatiquement, comme il a toujours été, mais on ne parle pas d'une top équipe européenne. Ouais. Au moment où il signe, parce que dans la foulée, le Qatar arrive, mais ce qui le recrute, ce n'est pas le Qatar directement, c'est le PSG d'avant. Et finalement, il s'est adapté au niveau de ce club d'une manière assez dingue. Mais lui, tu me disais donc, c'est une évolution stratosphérique. Tous les suiveurs de la SSE sont stupéfaits par ça. Ouais, il était bon, attention, très bon à Saint-Etienne, on l'adorait, on préférait qu'il reste. Mais le mec derrière, la carrière qu'il a fait, non, moi j'y croyais pas. Ok. Tu m'as parlé de ton affection pour Riyad Mahrez, tu m'as parlé de Sadio Mané, d'Mbaba, où je trouve encore une fois que les profils intellectuels, ça compte. Un des mecs qui t'a, sur une période donnée, type préparation estivale, blessure, retour de blessure, est-ce qu'il y a un mec qui t'a particulièrement touché dans l'émotion par rapport au combat qu'il a mené? Il y a vraiment des gens qui ont été dans des grosses galères, tu vois. Moi, je pense à Clément Grenier. Il a aussi une blessure. Clem, il était en équipe de France. Il allait faire la Coupe du Monde. Quand malheureusement, il a failli perdre une jambe. Les gens l'oubliaient. Il a failli perdre une jambe. Ouais, peut-être pas jusque là, mais c'était très très grave ce qu'il a. Clem, il est passé de son rêve à faire une Coupe du Monde à être plus rien. Et le mec, je l'appelle le Phénix. Il le sait. Alors mon Phénix, quand il m'appelle, il s'est toujours relevé. Ouais. Alors, peut-être pas au niveau auquel il l'espérait, peut-être pas, mais quand il était au fond du trou à Lyon, mais plus qu'au fond du trou, plus personne ne voulait lui parler. Peut-être que c'est aussi de sa faute, d'accord, qu'à un moment, mais quand il part à Guingamp, t'imagines le truc. Ouais. Et à Guingamp, il fait une saison de malade mental. Alors c'est Guingamp, les gens diront, ouais, mais il fait une saison de malade mental. Il part à Rennes, derrière, il gagne la Coupe de France. Et ça replonge, et ça remonte. Ça a été ça, voilà. Mais Clem a eu des passages. C'est d'ailleurs avec Athènes. Avec Athènes. C'est avec Athènes. Ouais, donc dans les plus beaux combats que tu as vus. Ouais, c'était un joli combat quand même. À chaque fois, il arrive à se relever. Alors peut-être qu'il tombe des fois par sa faute, tu vois. S'il m'écoute, il va vouloir m'insulter, mais c'est pas grave. Mais encore, je suis même pas sûr par sa faute. Mais quand il remonte, c'est beau. Ouais, c'est beau. Chaque fois, il me. D'accord. Est-ce que il y a
un joueur en particulier, qui a un travail avec un coach en particulier, où tu t'es un peu tapé la tête contre les murs? Je t'ai entendu parler, et je t'ai lu, parler de José Mourinho notamment. Je t'ai entendu parler de Jürgen Klopp. Magnifique. Pourquoi est-ce que dans ces deux-là, il y a des choses qui t'ont révulsé, entre guillemets, et au contraire des choses que tu as adorées? Ouais. Moi, Jürgen Klopp, je suis fan absolu. Imagine bien, parce que c'est le travail. Okay. Moi, le travail, ça, c'est une chose importante. Et puis, tu sens un charisme de fou. Et j'ai pas l'impression que ce soit que devant les télés, tu vois. Ouais. Donc, le mec, quand il vient enlacer, alors bien sûr qu'il sait peut-être qu'il y a la caméra derrière, mais il sait se faire aimer. Et José Mourinho, c'est pas mon truc, quoi. C'est pas ma cam. Pourquoi c'est pas ta cam? Tu me parles d'humainement, de professionnellement? Je le connais pas, attention. Mais j'ai vu comment il a géré certains de mes joueurs. Ouais, non, moi, ça allait à l'encontre de ce que je... D'accord. Ok. Mourinho, c'est pas ma cam, voilà. Bon, t'as le droit. Tu prends le droit, bien sûr. Ça enlève pas ses qualités pour d'autres. Oh non, il a tout gagné. Mais voilà, mais t'as le droit, t'as bien sûr J'ai le droit de pas bien sûr, être. Bien sûr. Mais, bon, mais respect pour sa carrière. Oui, évidemment, évidemment. La transition, elle est toute faite. Varane. Que je connais pas. Que tu connais pas. Non. Mais alors, on a quand même, dans l'aspect mental, mais je vais t'en citer plein des noms comme ça. Hein. Je vais te parler de Varane, je vais te parler de Samuel Umtiti, je vais te parler de plein de gens qui ont eu des galères et que de l'extérieur, il y avait certes l'aspect physique, mais le mental, on en a parlé tous les deux, joue un grand rôle. C'est quand même des joueurs qui ont été au nirvana du foot. Ah ouais. Pour Umtiti, on parle même de se sacrifier sa carrière pour l'équipe de France, c'est quand même fort. Est-ce que ce sont des phénomènes, est-ce que ce sont des légendes qui naissent un petit peu du spectre de la blessure, de la crainte émotionnelle qui engendre une blessure? Est-ce que toi, tu as été malmené par ça, par rapport à des joueurs? Et quand on parle de sacrifice comme là, au niveau de Samuel Umtiti, est-ce que c'est réel ça? Est-ce que c'est juste un peu de la fabulation de la part du monde du foot? Ouais, alors ce mot de sacrifice, bien sûr, dans le football, t'imagines bien que par rapport à des gens qui font des sacrifices dans la rue, qui galèrent de fou, on en est loin, mais ils sacrifient leur corps souvent. Un joueur de foot qui commence un match sans douleur, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Attention, je ne suis pas là pour les plaindre, non, mais c'est un métier très très dur physiquement, d'accord. Et combien j'ai de joueurs qui ont été obligés de jouer malgré des blessures musculaires, tu vois. Alors, bien sûr, ils étaient capables de jouer, mais pas leur 100%, et les clubs leur demandaient si, il faut que tu joues. Ou combien de joueurs j'ai eu qui, dans leur carrière, le club leur a dit si tu vas pas en sélection. Ça, surtout les Africains. Ça arrive souvent, ça. Ouais, surtout les Africains. Le club leur dit non, tu ne vas pas en sélection, t'inquiète, on va se débrouiller, et tu n'iras pas en sélection pour récupérer. Tu vois, ça arrive. C'est régulier. C'est régulier, je ne sais pas, mais ça arrive, moi, ça arrive. Ok. Toujours dans nos anecdotes, Sadio Mané. Ouais. Est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, là, l'homme, que ce soit une anecdote par rapport à l'homme, que ce soit une anecdote par rapport au sportif, est-ce qu'il y a un moment où il t'a épaté en particulier? Ouais, sur la simplicité. C'est-à-dire, c'est monsieur et madame tout le monde, Sadio. À l'époque où je l'étais à Southampton. C'est comme ça qu'il est décrit même à Liverpool. Hein. C'est le gars, mais il passe n'importe où, il passe partout. On fait une séance, il est habillé, mais enfin, comme moi, quoi. Voilà, pas un joueur de foot, machin, il prend le premier short qu'il trouve. C'était ça, Sadio, tu vois, quelqu'un de simple, quelqu'un de humble. J'en ai plein des joueurs comme ça. Ok. Les gens pensent que les footballeurs, c'est des superstars, c'est des gens comme nous, hein, pour la plupart du temps. C'est vrai. Tu m'as parlé de ta sélection très stricte de collaborateurs. Ouais. Est-ce que tu as déjà été amené à arrêter une collaboration parce que ce soit mentalement, en termes de maturité, d'implication, ça n'allait pas? Tu n'es pas obligé de me nommer le joueur. Non, je ne peux pas te nommer le joueur. Mais est-ce que c'est déjà... C'était quoi le problème? Humain. La relation humaine, aucune. C'est-à-dire que pendant la séance, tu ne parles pas avec le mec. Il est là pour consommer du contenu. Ok. Contenu que tu donnes. D'accord? Mais ça s'arrête là. D'accord. Et moi, j'y vais pas pour ça. Ok. Je vais t'envoyer quelqu'un, t'inquiète. Ok. Et toi, il faut qu'il y ait cette connexion dont tu me parlais. Ah ouais, non, sinon j'y vais pas. Mais, okay, je vais pas quitter ma famille pour aller avec un gars auquel je... je comprends. Surtout qu'en plus, oui, c'est des sacrifices. Même pour toi, c'est du temps. Autre chose qu'on aborde beaucoup aujourd'hui dans le monde du foot, il y a de plus en plus de matchs. Ouais. On a parlé de Varane, on a parlé de Mbappé, qui s'est très longuement étendu sur le sujet quand il est passé chez Click, notamment en disant je vais jouer. Tu me mets les matchs, je vais les jouer les matchs. Bien sûr.
Par contre, viens pas pleurer parce que je mets pas la même intensité qu'en début de saison où j'ai un match par semaine, quand tu m'en mets un tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Là, il est sorti d'un match. Il a dit, et ça fait encore débat aujourd'hui en Espagne, il a dit « je suis mort ». Il sortait de 120 minutes contre l'Atlético Madrid. Donc, grosse intensité. Derrière, il doit encore jouer, il met un doublé et il dit je suis mort. On l'a vu tirer la langue avec Bellingham, ils étaient morts les mecs. T'es inquiet toi pour le sportif? Bien sûr. Bien sûr, et là la FIFA, pour laquelle j'étais instructeur FIFA, malheureusement je vais pas cracher dans la soupe, mais ils viennent de rajouter la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Ta saison football commence début août. Ok, donc là, tu es convoqué, comment ça se passe? Tu es convoqué, suivant le niveau, le machin, tu es convoqué le 28 juin, tu vois, si tu es un joueur lambda. Et là, tu vas t'entraîner à partir du 28 juin et tu vas commencer tes matchs le 1er août. Tu vas avoir ta première coupure de 6 ou 7 jours à Noël. D'accord? Okay. 6 ou 7 jours à Noël. Et derrière, tu vas réenchaîner jusqu'au 18-19 mai. Ok? Si tu es un top crack, tu vas un peu plus loin parce que tu as la Ligue des Champions. À ça, tu rajoutes les sélections nationales, début juin. Ok. Et là, ils viennent d'inventer la Coupe du Monde des clubs sur les seules dates de vacances des footballeurs. Ah ben on va rigoler. Surtout qu'en plus, on dit vacances. Les mecs, en réalité, de temps de vacances, rien qu'ils avaient 3 semaines avant de retourner en club, bah, dans les 3 semaines, t'en as une où tu profites à fond. Derrière, t'es déjà en mode réathlétisation, préparation, régime alimentaire, ce genre de choses où t'es dans la restriction. Donc, t'imagines le carton? Et je pense que le carton va pas être physique au départ. Il va arriver. Mais les mecs, ils vont péter un plomb, les gars. Quand moi j'ai des joueurs qui me disent au mois d'avril, mi-mars, ah bah oui, je suis en train de regarder pour les vacances de juin. Ah ouais, c'est tôt quand même. Tu vois? Le problème va bien sûr être physique, mais il va être là-dedans, les mecs, ça va. Comme d'hab, on presse le citron jusqu'au bout. Mais bien sûr. Ok. Mais bon, il faut plus d'argent. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est l'argent. D'accord. Bon, je vais terminer sur une note positive. Ouais. D'accord. 3 dernières petites questions. Dis-moi, dans l'équipe de France, le passé, actuel, présent, peu importe, est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu aurais rêvé de bosser? Dembélé. Ousmane Dembélé? Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il va super vite. Donc s'il va encore plus vite que ça. Ah, tu penses que, enfin, t'aurais aimé voir si tu pouvais le pousser à aller encore plus vite encore? Dembélé. Ok. Parce qu'en vitesse, on a du monde, hein. On a Mbappé, on a. Ouais, mais Dembélé, je pense qu'il y a un truc, avec lui. Ok. La performance individuelle sur un match en particulier que tu as en tête, qui t'a le plus estomaqué, qui c'était? C'est une anecdote où je suis à Chelsea, je bosse bien sûr pour Chelsea. Chelsea va se déplacer au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises, c'est un quart de finale, un 8e de finale. Entraîneur José Mourinho. Et sur le terrain ce jour-là, l'homme qui aime le plus le PSG, c'est pas un gars du PSG, c'est l'attaquant de Chelsea, c'est mon ami Dembaba. Ouais. Et quand Dembaba marque contre le PSG et élimine le PSG à 4 minutes ou 5 minutes du terme, je pense que c'est peut-être la première fois où j'ai presque eu envie de pleurer. C'est vrai? Mais tu te rends pas compte de ce que ça représentait de pression. En plus, il n'était pas titulaire tout le temps, Demba. C'était dur sous Mourinho. Mourinho, je peux te dire qu'il n'a pas fait de cadeau. Hein. Et le mec, il rentre et il marque dans le... Parce que moi, quand il m'appelle, c'est pas pour me chanter Allez Paris. Hein. C'est les vrais chants de Paris. Moi, je les connaissais même pas. Hein. Ouais. Bon, bref. Et sur là, j'ai eu une émotion, incroyable. Incroyable. Après, j'ai eu d'autres émotions. Ce que j'adore et ce que j'adorais, c'était quand mes joueurs, après avoir travaillé et s'être mis d'un objectif, avaient sa première sélection en équipe de France. C'est là Yohan Cabaye, c'était le Graal. C'était le jour où il a eu sa première sélection. Ouais. Au téléphone, 10 minutes après, Fab, ça y est, on l'a fait. Incroyable. Tu me disais Yohan Cabaye, et qui d'autre qui t'a fait ça? C'est lui surtout où t'as vu vraiment l'acheminement du début à la fin, où il y a le Graal, l'équipe de France. Et où il a fait, c'est un top joueur. Et c'est un top mec. Top mec et un top dirigeant. C'est un top dirigeant. Tous les joueurs qui ont commencé à bosser avec moi au départ, ils avaient compris. Non pas, vous aurez pris quelqu'un d'autre, tu vois, je m'en fous. Mais ils avaient compris qu'en mettant de l'argent sur leur corps, en s'améliorant, ils allaient être meilleurs. Et ben tous ces gens, Demba, c'est le président du club de Dunkerque. Je ne sais pas si vous suivez Dunkerque en Ligue 2, mais c'est incroyable ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont. Ils vont peut-être monter en Ligue 1.
Ils sont, Je leur souhaite. Demba est donc président du truc. Mathieu Bodmer est un des meilleurs directeurs Incroyable, sportifs de France. Johan Cabaye est le directeur du centre de formation du PSG. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Non. Clément Grenier, ça arrive. Bafé Gomis, ça arrive. Morgan Schneiderlin, ça arrive. Anthony Mounier, ça arrive. Tu peux pas savoir comme je suis content que ces gens aient des vies après dans le foot. Ouais, mais c'est évident. C'est super. Je suis désolé, je suis long, j'arrête pas de parler. Non, tu n'es pas long. Moi, je prends du plaisir. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question pour toi, qui va par rapport à mes goûts perso. J'ai jamais su répondre à cette question. Mais on va prendre sur ton critère à toi. L'aspect physique. Ouais. Kylian Mbappé, Thierry Henry. Ouah, Thierry Henry, Moi, je suis biaisé. Alors, évidemment, pour moi, c'est Thierry Henry. Pourtant, je suis fan de Tottenham, mais j'adore Thierry Henry. Arsenal. Non, mais... Thierry Henry, je peux pas. Kylian Mbappé, c'est un futur ballon d'or. Thierry Henry, il l'a jamais eu. Il aurait pu. Pour ouais. moi, il aurait dû l'avoir. Son plat du pied. Il aurait dû l'avoir. Son plat du pied. Oh là 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 là. Et c'est la nostalgie ou c'est vraiment pour toi, c'est très clair dans ta tête, pour toi, c'est Thierry Henry? Ouais, c'était vraiment bon. Tu vois, il n'a pas eu la fin de carrière qu'il méritait. Non. Mais ce qu'il faisait à Arsenal. Il a pas eu la fin de carrière qu'il méritait, mais il méritait d'avoir la Ligue des Champions. Ouais. Et c'est grâce à Barcelone qu'il a pu l'avoir. Ouais. Mais effectivement, pour moi, après, je dirais qu'il mériterait d'avoir une statue Arsenal, mais il l'a. Bien sûr. Il l'a. Ok. Fabien, merci. Merci à toi. Je me suis régalé. C'était tiens, robinet de savoir, donne-moi ça. Merci, c'est important, je trouve, de partager sur tout ça. On a plein d'idées préconçues autour du football, de clichés, qui sont assez réductrices, je trouve, de ce qu'il y a autour de ces mecs-là et de ce qu'ils peuvent endurer. Ils sont pas, je vais pas les plaindre, mais je trouve que rapporter l'aspect humain, montrer la valeur du travail derrière, c'est très important. C'est une petite mission que je me fais et tu m'as beaucoup aidé, donc merci beaucoup. Merci à toi, merci de l'invitation. Les autres, à très vite sur Call Interview. On va continuer à parler de plein de métiers qui encadrent les footballeurs, le monde du foot. On va parler d'histoires hors du commun, donc restez avec nous. L'année 2025 va être costaud. Ciao.